Hello, hello, ici Johan, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et vous allez pouvoir profiter d'un re-upload. Donc j'ai remis en ligne un podcast, une interview que j'ai enregistrée il y a de ça quelques temps. L'idée, c'est de faire profiter des pépites d'invités que j'ai déjà eu par le passé. Et voilà, les podcasts ont fini dans les limbes de mes anciens podcasts et je me suis dit que pour ceux qui ont pu rater ces super interviews qui contiennent vraiment plein de pépites, c'était une bonne idée de vous les remettre en ligne, de faire un re-upload pendant la pause du podcast. Donc profitez-en, les conseils sont intemporel, toujours valable, donc j'espère que ça pourra vous aider. Donc profitez de cette interview, récoltez les pépites, prenez des notes et puis pensez à laisser les petits retours, les petites reviews du podcast Game Entrepreneur. Je vous souhaite plein de succès et surtout bonne écoute. Salut à tous, salut Tony, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Super, super. Donc aujourd'hui je suis avec Tony Jazz qui est entrepreneur, investisseur et expert sur un sujet dont on va parler aujourd'hui qui est le réseautage, le networking. Et qui a d'ailleurs été co-auteur du livre Comment développer, se faire un réseau à partir de zéro. Exact. Un excellent livre que j'ai lu, d'ailleurs on va un peu en parler. Et juste avant de commencer, est-ce que tu peux juste rapidement te présenter et dire un peu qui tu es ? Oui, alors Tony Jazz, je suis entre autres investisseur dans tout ce qui est immobilier et après j'ai d'autres activités dans quelques sociétés. Moi j'ai un parcours d'étudiant en droit mais que j'ai arrêté très brièvement pour ensuite enchaîner dans le milieu de la musique et donc j'ai travaillé dans l'industrie de la musique aux États-Unis et à Montréal pour de très beaux et très grands artistes incroyables et après retour en France. J'ai travaillé après par la suite, j'avais fait à l'époque la musique de campagne du président Obama. En revenant à Bordeaux, j'ai créé une société spécialisée dans le design sonore où j'ai écrit d'ailleurs un livre sur le design sonore et le marketing sensoriel. Et après, conseiller spécial pour Alain Juppé et consultant dans tout un tas d'entreprises, toujours axé communication de crise où il faut avoir beaucoup de réseaux, beaucoup d'influence. Donc la pétrochimie avec Total, les médias avec Orange, Philip Morris pour le tabac, dans toutes les industries, on va dire, où le réseau est très important. Et d'ailleurs, le réseau, je dirais même que c'est en entrepreneuriat, c'est quelque chose de quasi indispensable. Et justement, en plus, tu as parlé d'Obama, tu as eu une belle surprise. D'ailleurs, on s'est connus il y a assez longtemps de ça. Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Et le moment où on s'est connus, nos chemins se sont un petit peu séparés justement par rapport à cette opportunité que tu as eu de travailler donc pour la campagne d'Obama, le design sonore. Et au même moment, moi, mon entreprise a décollé. Du coup, ça a été une belle opportunité. Et d'ailleurs, on va y revenir, comment il a fait pour rentrer en contact avec des personnes ultra influentes en politique, aussi comment tu as pu intégrer donc des événements comme TEDx, Maison Blanche, Obama, etc. Oui, absolument. Ça, vous allez voir, ça va être super intéressant. Et juste avant de commencer, j'ai une petite question, c'est est-ce que pour toi c'est quelque chose, parce que le réseautage ça demande quand même certains savoir-faire, savoir-être, est-ce que pour toi tu penses que c'est inné ou c'est quelque chose que tu as développé avec le temps ? Alors moi, c'est quelque chose que j'ai absolument développé avec le temps parce que je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Ça ne se voit pas quand les gens me connaissent un peu ou quand les gens me voient, en tout cas au premier abord, ça ne se voit pas. Mais pour tous ceux qui me connaissent véritablement, tout le monde sait que je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Je parle peu, je sais jamais trop quoi dire à quelqu'un que je ne connais pas. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Et j'ai mis en fait en place quelques petites techniques, quelques petits hacks en fait tout bêtement, de façon à éviter à être un peu moins timide. Tu vois, j'ai travaillé ma diction, ma façon de parler, ma gestuelle, celle que je suis en train de faire qui devient de plus en plus naturelle. Parce que effectivement, moi je le sais et je le vois, certaines personnes ont beaucoup de mal à se créer un réseau, voire même à développer un réseau ou se servir de réseau par timidité, par peur de demander. Et moi, c'est mon cas. Et justement, selon toi, notamment pour ceux qui nous regardent, qui seraient peut-être timides, introvertis, d'ailleurs c'est aussi mon cas, ce serait quoi pour toi peut-être les 3 premières qualités, compétences à développer pour au moins commencer à passer ce cap de la timidité et de l'introversion ? Alors, je pense que la première chose qui puisse être importante, déjà, c'est d'aller au contact des gens. Mais pour aller au contact des gens, si on prend l'exemple de briser la glace, par exemple, qu'est-ce que je vais dire à la personne que je rencontre pour la première fois, ou je vous donne un exemple tout bête, on est à un cocktail, on a une table avec des petits fours, on a plusieurs personnes qui sont là, et moi je suis là avec mon verre, et je connais personne, je ne sais pas qui aller voir, parce qu'il y a des petits groupes qui sont des mini-sociétés qui se mettent à parler. Donc toi tu dis, mais si je vais aller les voir, je vais les déranger. Et il y a cette personne qui est toute seule, et je sais pas quoi aller le voir. Et en fait, je me suis rendu compte que la personne qui était de l'autre côté de la pièce et qui était aussi seule que moi se sent exactement comme moi. Oui. Et que, en fait, d'aller la voir psychologiquement,
Elle se dit « Ah, c'est hyper sympa, il y a quelqu'un qui vient me voir ». Donc en fait, on est accueilli dans un premier temps tout de suite comme quelqu'un de très agréable et qui sauve un peu la personne seule. Après, ce qu'il faut faire dans un deuxième temps, c'est travailler en quelque sorte son accroche. Donc moi, j'ai plusieurs hacks d'accroche. Je vais remarquer une montre, je vais remarquer une paire de chaussures, ou des fois, je vais arriver avec une petite blague. Bon, bah c'est pas tout ça, mais je pense que je vais y aller, hein, parce que vous aussi, vous vous ennuyez. Et hop, le contact se fait. Et juste par la blague ou par ce genre de petites choses que j'ai mis en place, bah du coup, la personne rigole, et puis on se met à parler et à discuter et le lien se fait plus facilement. Donc c'est des petits hacks que j'ai développés, mais pour le coup il faut faire le pas d'aller vers ces gens-là et dire ça, quoi. C'est tout le monde a toujours un peu peur, mais dites-vous une chose, vous êtes le sauveur, elle est comme vous. Donc pour toi, ce serait vraiment de sortir un peu de la zone de confort et d'aller peut-être vers les gens qui paraissent comme nous, même dans ces domaines-là, dans ces contextes-là, et puis de travailler un peu ces petites actes d'accroche. C'est ça. Accrocher, allez les voir. La personne la plus facile à capter sera celle qui est seule comme vous. Pas le groupe qui est en train de discuter, lui, vous allez vraiment le déranger. Mais la personne qui est seule comme vous allez la sauver. Et ils peuvent être même juste deux, hein, comme ça, dans un coin et ne rien dire. Ah bah, vous allez les voir. Et vous serez perçu comme la personne la plus cool. Après, troisième point, le plus simple possible, nous avons tous un bon fond de vanité. Les gens adorent parler de soi. Quand vous allez les voir, vous leur posez des questions. Une fois que vous avez fait le petit hack, vous êtes allé la voir, vous avez sorti votre petite blague ou même rien, posez des questions. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ah, vous avez de très belles chaussures, vous les avez achetées où ? On n'est pas obligé de parler de quelque chose de professionnel, voire même plus vous parlez de quelque chose de personnel et d'émotionnel, plus ça sera simple. Et les gens adorent parler de soi. Donc en fait, on se rend compte que nous, on n'a plus rien à dire, la personne ne fait que parler et elle entretient toute la discussion. Donc s'intéresser aux autres et puis laisser parler. Et puis, Absolument. Et écouter et rebondir. Super. Et d'ailleurs, est-ce que tu as peut-être aussi quelque chose, je sais pas si tu l'as, quand il y a un groupe ou est-ce que tu as une accroche ou un hack pour quand il y a un petit groupe, parce que ça peut arriver parfois dans des contextes on a du mal à trouver les gens seuls, ou alors carrément on a un groupe avec peut-être quelqu'un qu'on a envie de voir. Est-ce que tu as une technique pour les groupes ou les cercles ? Alors moi j'ai une technique qui se fait à deux. Donc faut avoir un complice pour aller voir un groupe. Je vais te donner un cas très simple. Je faisais une conférence aux États-Unis à l'ambassade du Qatar. Je voulais absolument voir l'ambassadeur. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. J'étais avec un complice façon de parler sur place, et je sais qu'une fois que l'ambassadeur allait finir son speech, tout le monde allait lui sauter dessus. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez simple, c'est que la personne avec qui j'étais s'est mis de telle façon à ce que lorsque l'ambassadeur sorte de scène, les gens qui arrivent puissent se faire bloquer. Et moi, je suis arrivé dans l'entre-deux, un peu comme un quarterback qui se faufile. Et là, je suis allé parler à l'ambassadeur. Mais on a un autre cas où vous avez un groupe de personnes qui est en train de discuter, en train de parler. Et du coup, c'est comment rentrer dans ce groupe-là et comment les aborder ou aborder ces gens de ce groupe-là. C'est ça, oui. C'est ça. Là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas rentrer et ne rien dire, parce que les gens vont se poser des questions et vous regarder en mode mec, c'est qui lui ? C'est qui ce mec qui s'incruste ? Au contraire, il faut frapper un grand coup. Donc, faut rentrer dans le groupe, limite en disant « Excusez-moi les gars, est-ce que quelqu'un sait où est-ce que je pourrais trouver telle ou telle personne ?» Ça, par exemple, c'est un exemple. Bon, non, on ne sait pas. Ou bien « Excusez-moi les gars, est-ce que vous savez si quelqu'un sait à quelle heure ça se termine ou ce qu'il y a juste après ?» Et là, en fait, toutes les personnes vont vouloir vous répondre. Ou peut-être les 2-3, et donc en fait ça c'est une technique pour intégrer un groupe, et après vous dites ah bon bah ok, bon bah je reste 2 minutes avec vous, ce que vous dites a l'air hyper intéressant, et en fait mieux vaut rentrer de manière brutale et de s'intégrer plutôt que de manière un peu lente, et où les gens vont se poser des questions, mais c'est qui cette personne, qui êtes-vous, parce que vous n'allez jamais être intégré. Donc en fait il faut tout de suite rentrer dans une conversation. D'accord, donc essayer, voilà, il n'y a pas peut-être de meilleure approche que d'autres, mais en tout cas, aller plutôt dans frontal. Là, faut chercher à l'incruste. Ok. Ouais, voilà. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Éviter l'incruste. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'incruste, de petites erreurs, est-ce que pour toi, c'est quoi la pire des choses à faire dans une démarche de réseautage ? Alors, la plus commune, celle que l'on voit tout le temps, celle que vous connaissez, celle que vous trouvez même le plus désagréable, elle est très simple. C'est la personne que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui te dit bonjour, qui te serre la main, qui te dit voilà, je m'appelle un tel, je fais ça, voici ma carte de visite, je vends ça,
Et en fait, elle vous laisse jamais en placer une. Elle te donne d'entrée ta carte de visite. Tu ne sais même pas qui elle est. Après, elle se présente. Elle ne parle que d'elle. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens aiment parler de soi. Donc, mieux vaut que vous posiez des questions plutôt que vous racontiez votre vie. Et donc, cette personne qui raconte sa vie, qui te dit ce qu'elle fait et qui ne t'écoute à aucun moment, ben, ça, c'est la pire erreur. Et après, cette personne-là, elle finit généralement par « Et vous faites quoi ?» Et bien toi, t'as plus envie de lui parler parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'échange. Ça n'a été que dans un sens. Et donc, du coup, là, tu peux être sûr que tu te fais blacklister. Oui. Donc là, ne faites jamais cette erreur. Voilà, d'arriver un peu en mode bourrin et parler de soi, s'imposer en fait. S'imposer, ouais. Voilà. D'accord. Et justement, dans la démarche de réseautage, même quel que soit le contexte de réseautage, selon toi, parce qu'il y a peut-être, quand on pense réseau, on pense intérêt. Ouais. C'est-à-dire que si on est lucide, et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé dans ton livre, il y a une approche un peu guerrière. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références sur l'art de la guerre, sur les 48 lois du pouvoir, donc Robert Greene, Sun Tzu et compagnie, et des stratégies, donc celles que tu as parlé pour coincer la foule et tout. Et justement, comment arriver à... Parce que si on est, et il faut être lucide par moment, intéressé pour contacter une personne ou pour entrer dans un réseau, comment réussir à donner envie aux autres justement de s'intéresser à nous sans s'imposer, mais dans le sens, comment on arrive à carrément, si on veut à la finalité, donner aux gens envie de nous aider. Ouais. Parce que si on est lucide, souvent quand on fait du réseau, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Et comment on arrive stratégiquement à faire en sorte que les autres nous aident. Parce que c'est une question qui m'était souvent posée et qui, si on est lucide, qui est peut-être aussi dans certains cas, la finalité. Ouais. Comment faire en sorte qu'on ait quelqu'un en face de nous qui soit intéressant, très intéressant, généralement aussi plus important, c'est-à-dire qu'il ait fait plus de choses ou qu'il ait plus de moyens ou qu'il ait plus de réseaux. Comment faire en sorte que cette personne puisse se dire vous êtes la personne dont j'ai besoin, ou vous êtes la personne avec qui j'ai envie de rester en contact, avec qui j'ai envie d'être ami même parfois. C'est très simple et encore une fois, ce n'est que de la psychologie humaine. Dans le réseau, il y a une grande partie psychologique. Et quand on maîtrise cette psychologie, on se rend compte, en fait, on arrive à penser comme l'autre. Parce que généralement, on pense de soi envers les autres, mais en fait, on arrive à penser comme l'autre. C'est très simple. Je me dis, toi, tu es une personne que j'ai toujours voulu rencontrer, et donc je veux absolument travailler avec toi. Seulement moi, je ne suis soit qu'un petit entrepreneur, soit quelqu'un qui débute, soit peut-être même quelqu'un de trop jeune. Oui. Et donc, comment faire en sorte de te donner envie ? Hyper simple. Je vais aller te voir et je vais me placer en tant qu'étudiant, en tant que personne qui a envie d'apprendre. Donc la première chose que je vais dire, c'est voilà, alors pas la peine d'être flatteur pour rien, du genre j'adore ce que vous faites, j'ai toujours voulu être comme vous. On peut le dire, c'est sympa, et la personne le recevra très bien, on a tous un bon fond de vanité, comme je disais, donc les gens accueillent ça très chaleureusement. Mais tout de suite, il faut aller sur autre chose. Donc en fait, là où il faut aller tout de suite, c'est, voilà, moi je débute telle activité, je fais ça, mais je suis pas là pour parler de moi, mais quelqu'un comme vous m'intéresse, j'aimerais que vous puissiez m'apprendre. Si je pouvais rester à vos côtés et voir comment vous faites, en gros, c'est une manière détournée de lui dire, je veux que vous puissiez être mon mentor. Oui. Apprenez-moi. Et les gens adorent ça. Les gens adorent enseigner. Les gens, pas tout le monde, mais aiment donner des leçons, ce genre de choses. Et en fait, quand vous vous placez en tant qu'enseignant, en tant qu'élève, et que lui en tant qu'enseignant, eh bien, il est beaucoup plus facile d'obtenir des conseils. Lui dire, vous voyez, moi, je suis en train de faire tel et tel projet, et j'adorerais avoir l'avis de quelqu'un comme vous sur ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous m'accorderiez peut-être 10 minutes pour ça ? Invitez-le à déjeuner, invitez-le à dîner, invitez-le juste en lui disant, moi, je vous paye un café ou je vous paye une bière. Juste le temps de la bière, je vous expose ce que je suis en train de faire, et si je pouvais juste avoir votre avis, savoir ce que vous auriez fait à ma place, les gens adorent, et je ne connais jamais personne à qui j'ai donné ce conseil qui a eu un refus de l'autre côté. Les gens adorent dire oui, et la preuve, si moi je te dis ça, et je te dis, tout à l'heure on parlait de tout ce que tu es en train de faire, et je te disais, moi j'adorerais faire des interviews, ce genre de choses comme toi, et quand je reçois ton marketing, je me dis, je trouve que tu le fais hyper bien et j'aimerais faire comme toi. Est-ce qu'il te... Bon, après, on a une relation ici amicale, mais est-ce qu'il te viendrait à l'idée, si moi je te dis, voilà, je veux apprendre ça, est-ce que tu pourrais me donner 10 minutes de ton temps, je t'offre une bière, tu me dis comment tu fais ? Tu refuserais, toi ? Non, c'est toujours agréable, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, même parfois des personnes qui viennent m'aborder, quand ils abordent comme ça donne envie. Exactement, ça donne envie. Oui. Voilà. Donc, voilà, faut donner envie. Donc voilà, si vous voulez donner envie, quelqu'un vous aide, voilà. Vous avez l'astuce. C'est ça. Et justement,
Quand on arrive dans un domaine qui est parfois un peu, où il y a justement des leaders, on a sa position de débutant, on arrive, on est peut-être le petit ou le nouveau, et qu'il y a cette image de peut-être ce réseau déjà bien ancré de leaders, d'influenceurs, de personnes qui se connaissent déjà, qu'on est un petit peu nouveau et qu'on a envie de prendre sa place. Notamment dans l'entrepreneuriat, qu'on arrive sur un marché ou qu'on arrive en tant que nouvel influenceur dans un domaine, il y a déjà beaucoup d'influenceurs. Comment, selon toi, arriver à prendre sa place, mais dans le sens soi-même aussi d'appartenir à ce groupe. Ça peut être soit intégrer une élite, ça peut être soit intégrer un groupe ou simplement être reconnu qu'on est inconnu, alors qu'il y a déjà un réseau qui est fait. La meilleure histoire que je puisse vous raconter est celle de MySpace. MySpace, il y a très longtemps, était le réseau social par excellence. Moi, je m'en rappelle, j'étais monté à 20 000 followers sur MySpace. J'étais le roi du monde. En plus, avec la musique. Avec la musique. Mais du coup, il y avait des personnes qui montraient des MySpace sur tout et rien. Quand Facebook s'est lancé et a voulu se faire racheter, je me rappelle plus de la somme, mais c'était un truc ridicule, genre 3 millions ou un truc du genre. On a dit, oh non, mais ce réseau, il sera jamais bien grand. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a un leader, ce n'est pas parce qu'il y a un monopole quelque part qu'un jour, il n'y aura pas un nouveau qui pourra le détrôner. Ce nouveau peut être vous. L'autre meilleur exemple que je peux donner, c'est l'exemple de la calèche et de la voiture. Généralement, les gens le savent trop peu, mais en fait, la calèche a été inventée pour une chose très précise. Enfin non, la voiture a été inventée sur une chose très précise. C'est parce que la calèche posait quelques problèmes. Je vous raconte le problème dans une seconde. Avant Ford et ce système de travail à la chaîne, des gens ont essayé de faire des voitures. Voilà. Et en fait, ils ont essayé de faire des voitures parce que donc la calèche posait un problème. C'était un problème de pollution. Eh oui, ça paraît assez bizarre. Mais le crottin de cheval pollue dans le sens où à chaque fois que vous allez à un rendez-vous et que vous marchez sur un crottin de cheval, ce n'est jamais très agréable et donc ça crée ce problème de pollution. Et ils ont inventé la voiture parce que la voiture, elle, ne polluait pas. Bon, maintenant on a une autre vision de ça. Mais là, à cette époque-là, les gens qui ont investi dans le cheval, qui ont investi qui ont fait du poulinage, qui ont fait du bois, qui ont fait de la construction, qui avaient investi énormément dedans, se sont dit non mais vos trucs de voitures en fer qui ont une autonomie de 2 km, ça ne va pas aller bien loin. Et en fait voilà, il est là le truc, c'est que généralement en arrivant dans un nouveau métier, dans un métier qui est déjà existant, pour sortir du lot, pour soit l'intégrer, soit être meilleur que ce lot-là, ce qu'il faut faire, c'est innover. Il est inutile, il ne faut pas, enfin, on peut copier un système, faire exactement comme celui-ci, et puis on se mettra au rang ou en dessous des autres, mais on n'arrivera jamais à être au-dessus. Alors que si on essaye d'innover, de faire quelque chose d'absolument différent, eh ben là, on arrivera tout de suite à se placer au-dessus du groupe, parce qu'on va créer une sorte de clivage, comme la voiture et la calèche, et on aura de véritables fans à l'intérieur. Arthur Schopenhauer, qui a écrit un livre que j'adore, que je vous conseille, qui s'appelle « Comment avoir toujours raison ». J'adore ce livre-là. Il est un classique. Un classique. Il est fin comme ça, il se lit hyper vite, il est hyper intéressant. Il est un peu énervé lui aussi. Ouais, lui, il est très très énervé. Donc Arthur Schopenhauer donne une théorie qui est reprise par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Idriss Aberkan, qui est que toute révolution ou toute chose que vous voulez faire doit passer par 3 étapes. La première étape, qui est l'étape de ridicule, celle ensuite qui est dangereuse et celle ensuite qui est évidente. Si on prend la calèche et la voiture, on invente des voitures au moment où la calèche existe, mais au début c'est ridicule. Vous êtes jeune entrepreneur, vous voulez faire un truc, vous voulez vous imposer sur ce segment-là et tout le monde vous voit comme quelqu'un de ridicule. Ouais. Ensuite, quand vous commencez à être un peu différenciant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens ils veulent plus acheter des voitures que des calèches et que vous en fait, de nouvelles personnes viennent vers vous, voire vous faites perdre des clients à d'autres personnes qui ont un monopole et que ces personnes-là viennent vers vous, ben là, deuxième phase, vous devenez dangereux. Et après, quand vous devenez vraiment important sur votre segment et que vous vous êtes imposé et que vous vous êtes affirmé dans votre innovation, à ce moment-là, vous devenez évident. Comme la voiture aujourd'hui est évidente. Personne ne va prendre une calèche pour aller faire ses courses. Voilà. Et ben voilà, là on y est. Et en fait, pour être différenciant, quand on est sur un segment et qu'on veut, et qu'il y a déjà des personnes qui sont là, il faut essayer d'être le plus différenciant possible. Si on veut se placer au-dessus. Autrement, il suffit juste de copier et là on sera un égal. D'accord. Donc l'innovation, c'est important. Absolument. Et comme vous avez vu dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours des innovations à apporter et chaque secteur se fait à un moment, je dirais pas forcément juste disrupté, mais se fait à un moment chamboulé par l'innovation. Ouais. Moi, une chose que j'attends le plus, même si, enfin, je sais pas si ça pourrait arriver, mais
À chaque fois qu'on s'est dit oh là là, Lycos c'est le meilleur moteur de recherche, enfin, il y a des gens qui vont entendre Lycos, ils vont dire c'est qui Lycos? C'est là où je me rends compte que je suis vieux. Lycos c'est un moteur de recherche qui était encore plus important qu'Yahoo et qui était encore plus important que Google, et aujourd'hui c'est Google number one. Ben moi j'ai hâte de voir qui sera le prochain Google, qui sera le prochain Amazon, qui sera le prochain leader sur le segment, quoi. Et comment il va faire? Parce que moi j'aime la stratégie qu'ils utilisent pour devenir le leader, et j'aime bien voir ce petit cheminement, les stratégies par lesquelles ils passent. Et donc un jour, Google se fera détrôner, Tesla se fera détrôner, Amazon aussi. Surtout qu'il y a 10 ans, ces boîtes-là, elles n'étaient pas au niveau où elles sont aujourd'hui. Absolument pas. Elles avaient leur propre concurrent. On ne sait pas ce qui est dans 10 ans. Il y aura. Absolument. Et si vous renvoyez ça à l'interview 10 ans après, ben, comme quoi. J'ai hâte de voir. Ça sera intéressant. Ouais. Et justement, en fait, comment on arrive, notamment quand on est nouveau, quand on est un peu le débutant, à être crédible? C'est-à-dire que c'est d'ailleurs une question que me pose beaucoup l'audience, c'est le syndrome de l'imposteur ou la difficulté à être crédible, surtout quand on arrive tout jeune, tout frais, ou peut-être moins compétent que d'autres. Comment on arrive à développer sa crédibilité? Alors, il y a une expression américaine qui est très importante, que j'aime beaucoup, que encore une fois je vais vous donner dans une seconde. Avant, il faut que je vous explique quelque chose. Nous avons une culture latine. Notre culture latine, qu'on soit croyant ou pas croyant, ça n'a aucune importance. Notre culture latine nous a inculqué quelque chose. Je prends l'exemple des Français, des Français, des Portugais. Les Français, les Portugais et les Espagnols sont le meilleur exemple. Notre culture latine nous a empêché ou nous empêche de dire moi je suis bon, moi je suis le meilleur, moi je suis hyper bon là-dedans, putain mais moi j'adore ce que je fais, je suis hyper bon, regardez comme je suis fort. On nous a empêché de faire ça dans notre culture latine. Si on regarde les Américains, ils sont pas du tout comme ça, ce sont les premiers à dire on est les rois du monde. Oui. Mais nous, notre culture latine nous a empêché de faire ça. Pourquoi? Parce que dans l'histoire du monde, un Romain a crucifié un autre personnage de l'histoire en disant voilà, toi tu t'es pris pour Dieu, je vais te mettre sur une croix. Et en fait, c'est depuis là, et tous ceux qui ont cette culture-là, qui se sont fait après manger dans des... tous ceux qui étaient chrétiens ou autres, pour faire la référence, se sont fait manger dans des arènes, torturés par des gladiateurs ou bouffés par des lions. C'est-à-dire qu'on leur a appris, voilà, vous prenez pour Dieu, lui il s'est pris pour Dieu, on l'a crucifié, donc évidemment, donc du coup, en fait, de génération en génération, de passage en passage, qu'on soit catholique, chrétien ou peu importe, en fait, cette culture latine a fait son chemin. Et aujourd'hui, du coup, on comprend bien ce truc du il faut surtout pas se montrer un peu trop fort, un peu trop bon, et il faut surtout pas le dire parce que c'est pas bien, d'accord? Les Américains ne sont pas comme ça, les Anglo-Saxons ne sont pas comme ça, les Germaniques ne sont pas comme ça, seuls ceux qui ont une culture latine sont comme ça. Donc déjà, il faut se débarrasser de cette culture-là. Voilà, parce qu'elle va vous empêcher, elle va vous donner ce que l'on appelle communément des pensées limitantes. Pensées limitantes. Très bonne recherche à faire sur les pensées limitantes. Mais je crois que tu en as parlé une fois des pensées limitantes. J'en parle presque tout le temps d'ailleurs. C'est un gros sujet sur les entrepreneurs. Okay. Ça, je me disais bien que j'avais déjà vu ça dans ce que tu faisais. Je pense que ceux qui nous écoutent ou nous regardent connaissent le concept des croyances limitantes. Croyances limitantes. Voilà. C'est un concept assez connu en droit personnel. Ouais. Et donc ça, il faut déjà s'enlever cette croyance limitante de la tête. Donc ça, c'est le premier chemin à faire. Maintenant, le deuxième chemin à faire, je reviens avec cette expression américaine dont je parlais tout à l'heure, c'est « fake it until you do it », c'est-à-dire « fais semblant jusqu'à ce que ça soit vrai ». Imaginons que tu aies envie d'être le sportif le plus reconnu dans ton secteur ou dans ton sport. Eh ben, entraîne-toi tous les jours. Quand tu vas à la salle, c'est comme si tu étais déjà champion du monde, quoi. C'était comme si tu étais déjà champion olympique. Tu es un jeune entrepreneur ou un infopreneur ou tu as envie d'être auteur, eh ben, écris tous les jours. Et quand les gens te demandent, c'est pas parce que tu as écrit tes premières lignes hier, mais quand les gens te demandent, ah ben moi je suis auteur. Il faut vous mettre dans la peau de celui qui est. Là, je donne mon propre exemple. Certains disent que j'ai une certaine crédibilité dans des choses, et donc ça, je l'accepte absolument, et c'est vrai, pour le coup, vous voyez, je n'ai aucune gêne à dire que je peux être bon ou reconnu dans certains secteurs, mais il y a d'autres secteurs que je suis en train d'attaquer, et je suis le plus newbie des plus newbies, quoi. C'est-à-dire que je suis un petit joueur, et je suis un petit joueur. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de me présenter comme quelqu'un ayant fait le truc. Là, par exemple, je suis en train de m'intéresser à l'investissement, par exemple, sur des pierres précieuses ou sur des choses un petit peu plus rares, un petit peu plus élitistes. Eh ben, je me présente comme quelqu'un qui le fait déjà. Et en fait, psychologiquement, la personne en face se dit « Ah, ok, donc même s'il débute, au moins il en est là. » Et en fait, c'est ça. Le secret, c'est là. Fake it until you do it. Faites semblant jusqu'à ce que ça soit vrai. Et les gens vont vous prendre au sérieux. Parce que si tu dis « Ah, bah, je suis un débutant, j'essaye de faire ce que je peux »,
les gens n'ont pas envie de fréquenter des gens qui ont cet état d'esprit, quoi. Et ça, je sais que c'est le fake it till you make it, c'est un concept anglo-saxon, mais qui a beaucoup du mal à être accepté en France. Make it, ouais, c'est ça. Tu peux do it, make it, c'est en tout cas, voilà. Et je sais que c'est un concept où ils ont beaucoup de mal parce que parfois on peut confondre avec le mensonge. Mais le but, c'est qu'on vous dit pas de mentir et prétendre être qui vous n'êtes pas. C'est que quand vous commencez, vous êtes déjà, si vous voulez devenir auteur, comme je dis souvent aux auteurs qui me suivent, si vous commencez à écrire, oui, vous êtes en train de devenir auteur, d'être auteur. Et je sais que quand j'ai commencé, ton conseil d'ailleurs, quand on s'est connu, j'ai commencé à l'appliquer. Ça veut dire que je voulais à la base être consultant et entrepreneur. J'avais déjà ma boîte, même si j'étais en auto-entreprise, mais j'avais déjà ma boîte et j'étais déjà entrepreneur. Et je me disais pas, j'étais le petit débutant qui commence. Et je disais, je suis consultant marketing et je suis entrepreneur et puis bientôt je pourrais voyager, etc. Et le fait d'avoir incarné même, d'avoir commencé à voyager, d'avoir commencé à imprégner de ce lifestyle, ça m'a fait aller plus vite. Et du coup, on se conditionne à être dans les résultats qu'on veut avoir. Donc je pense que le concept que tu donnes, il est très 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 puissant, et si vous avez du mal à être crédible, incarnez le personnage que vous voulez devenir. Ouais. Le mot que tu viens de dire là, c'est le mot le plus important à retenir, le conditionnement. Vous devez vous conditionner à ça. C'est comme si vous aviez un projet et vous vous dites « Ah non, je pense que je vais pas y arriver ». Là, vous vous conditionnez à ne pas y arriver. C'est clair. Là, vous voulez faire un projet, vous voulez être auteur. C'est quoi la différence entre un auteur et un autre auteur? Est-ce que c'est le fait qu'il y en ait un qui ait été édité, l'autre qui est en auto-édition, l'autre qui n'a jamais fait lire quoi que ce soit de ces lignes? Il y a aucune différence entre eux. Ils sont tous en train d'écrire. Chacun est à un niveau. En fait, après, c'est des questions de niveau. Mais en tout cas, le titre est le même. Et donc, le conditionnement du « je suis comme ça et je suis ça », ce mot-là, c'est le plus important. C'est le conditionnement. Et tu as donné l'exemple du sport. Je sais que dans les gros travaux qu'on fait sur le coaching des sportifs de haut niveau, c'est le conditionnement à gagner. Pourquoi ? Parce que pour avoir fait de la compétition en arts martiaux, les moments où dans sa tête, on doute et on dit « je vais perdre », on perd. Exactement. c'est dingue. En sport, ça m'est, en tout cas dans l'expérience personnelle que j'ai eue, c'est tout le temps arrivé. Et les sportifs de haut niveau l'expliquent aussi. Et je sais que c'est un gros travail que font beaucoup les joueurs de la NBA, les footballeurs, etc. Absolument. Très vrai. Donc, conseil très puissant à appliquer. Et justement, parce qu'on parlait de crédibilité, d'auto-limitation, il y a un sujet quand même je pense, qui me tient à cœur, surtout pour nous, pour nos origines, parce que tu es antillais, tu es de la Guadeloupe. Exactement. Marie-Galante, Guadeloupe. Désirade, voilà, ok. Et moi, je suis de Martinique, et c'est vrai que parfois, quand on vient on peut le dire, une minorité, que ça soit sa couleur, son origine, on a tendance parfois à se mettre des limites, et je vois beaucoup ça chez les Antillais notamment, qui se disent parce que je suis antillais, je suis plus petit que quand je vais aux États-Unis, je suis petit, on voit les Américains très haut. En France, parfois on a une sorte de complexe d'infériorité. Je sais que le co-auteur aussi est franco-marocain. Exactement. Et il explique un passage sur le livre de cette chose-là, et on peut se dire parce que j'appartiens à telle catégorie, ou parce que j'ai telle couleur, ou parce que j'ai tel âge, quel que soit, parce que je suis une femme, parce que je suis ceci ou cela, on se met une limite. Toi, c'est quoi le conseil que tu auras à donner justement quand on a tendance à se dévaloriser par rapport à ses origines ou sa couleur ou peu importe, et réussir à passer ça et ne pas tomber peut-être, hélas, dans une victimisation, en fait, il faut le dire. Oui. Donc, parce qu'on peut se dire, oui, je peux pas faire un réseau parce que je suis noir, et que si je vais dans des cercles privés d'élite, comme il y a peut-être que de noirs. Voilà, on peut se dire ça, parce que j'en connais qui disent ça. Donc, parfois à juste titre, parfois non, mais en tout cas, toi, comment tu vois ça ? Alors, pour revenir juste sur la fin, sur certaines strates de société, on se rend aussi vite compte que l'argent n'a pas de couleur, et donc après ta couleur n'a plus aucune importance à un certain niveau. C'est très fort, c'est que on dit souvent que c'est la couleur de peau, mais en fait c'est la couleur de la carte de crédit. Oui, si elle est dorée, black. C'est ça. Normalement, plus elle est foncée, plus t'es important. Voilà. C'est ça. Donc là déjà on a un bon point, mais après effectivement le truc c'est que quand on fait partie d'une minorité, c'est beaucoup plus compliqué. La chose que beaucoup de personnes oublient lorsqu'on fait un petit passage, un petit focus là par exemple, et c'est très bien de le faire sur les minorités, c'est que généralement là on va avoir des personnes qui vont avancer comme ça et qui vont dire ouais, mais moi ça me concerne pas. En fait ça vous concerne, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez être un homme dans un cercle de femmes, et donc du coup vous devenez une minorité. Vous pouvez, après ça peut être une question de genre, ça peut être une question d'âge, vous êtes le plus jeune, ce sont les plus vieux, ou bien vous êtes le plus vieux et c'est un groupe de jeunes. Vous pouvez être le blanc dans un groupe de noirs, le noir dans un groupe de blancs, vous pouvez être l'arabe dans un groupe d'indiens. En fait on se rend vite compte que on fait tous en réalité partie d'une minorité. Dans tout contexte, on peut devenir la minorité. On peut devenir la minorité.
Et donc, du coup, pour reprendre une petite anecdote, hier soir, je me retrouve dans un groupe d'avocats. Donc, d'avocats, ce sont des juristes. Moi, je suis, si je devais me qualifier, je serais plus un financier. Et donc, du coup, je me retrouve dans ce groupe-là et ça parle forcément avec des termes juridiques. Même si j'ai fait des études de droit, je me suis arrêté quand même assez vite. Donc le jargon est très le jargon est très compliqué. Je me fais avoir à chaque fois qui balance certains mots et je me fais un peu balader. Donc là, je me retrouve en tant que minorité. Et arrive un de leurs clients à un moment pendant la soirée que je connais, qui est un très bon ami à moi. Et je sais qu'ils veulent tous discuter avec cette personne-là et que lui est mon ami. Donc il vient à moi, forcément, on se dit bonjour, on parle un peu. Et là arrivent ces avocats qui étaient restés sur leur jargon et qui arrivent vers moi et qui disent bon, on aimerait bien faire la connaissance de ton ami, si tu peux nous le présenter. Et donc du coup, je le présente et du coup, en fait, j'ai réussi à ce moment-là, bon, grâce à mon ami, mais à renverser la vapeur. C'est-à-dire que j'étais une minorité et je deviens finalement une minorité assez importante. Ce que je veux garder là, même si cet exemple est très particulier, c'est que peu importe la minorité dans laquelle vous êtes, vous avez forcément quelque chose que quelqu'un dans ce groupe-là recherche. Là, dans ce cas-là, c'était en réalité mon client. Beaucoup de personnes pensent que faire partie d'une minorité, alors ce que je vais dire là va paraître peut-être un poil utopique, mais il ne l'est pas. Moi, je viens du 93. 93, c'est un département où on ne côtoie que des minorités. C'est-à-dire que moi, mes amis étaient yougoslaves, étaient portugais, étaient espagnols, étaient algériens, étaient marocains, étaient wolof, étaient maliens ou sénégalais ou peu importe. Et donc du coup, j'ai vécu et j'ai grandi avec des repas différents, des fêtes religieuses différentes, avec je pourrais vous donner toutes les fêtes juives différentes, toutes les fêtes arabes différentes, d'Afrique subsaharienne différentes, même espagnoles. Je les connais toutes, je connais tous leurs repas, je sais dire bonjour. Et en fait, ça m'a offert une grande richesse. Si vous faites partie d'une minorité, ou que vous êtes habitué à faire partie d'une minorité, vous savez que votre on va dire que votre appartenance à cette minorité vous a appris des choses que les autres personnes ne connaissent pas, ceux qui pensent ne pas être dans une minorité. Et en fait, cette chose-là que vous avez appris, moi, ça a été les repas, ça a été les bonjours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me retrouve dans certains, voilà, le bon exemple, le même exemple que tout à l'heure. Hier, mon ami dont je parle, qui est financier, qui vient à ce rendez-vous avec les avocats, est sénégalais. Et je lui dis bonjour en sénégalais. Et donc là, j'ai choqué les gens. Non mais comment ça? Il parle sénégalais? Alors moi, je sais juste dire bonjour et merci, rien d'autre, ça va pas plus loin. Mais vous voyez, juste cette petite différence-là, parce que je le connais, fait que du coup, je suis plus accepté. C'est comme ça notamment que j'ai voulu apprendre la langue des signes, parce que la langue des signes, c'est quelque chose qui pour le coup isole énormément quand tu es sourd et muet. Et donc du coup, j'ai juste appris à dire bonjour, merci et ça va en langue des signes. Et donc du coup, quand je rencontre quelqu'un, j'ai quelqu'un en fait à ma salle de sport qui est sourd et muet, et donc du coup quand je le vois et que je lui dis bonjour comme ça, je le vois avec un large sourire, il se dit putain, il y a quelqu'un qui parle ma langue. Et en fait, faire partie d'une minorité vous apprend une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre les gens de côté. Et l'avantage, c'est que ça va vous apprendre des choses sur cette minorité-là. Et le dernier avantage à tout ça, c'est qu'à la fin, celui qui se dira ne pas être dans une minorité et qui n'a aucun intérêt à apprendre tout ça, lui, en fait, perd du temps et perd de l'apprentissage. Et vous, ça vous donne un temps d'avance. C'est peut-être ce qui fera que demain, vous allez avoir un contrat parce que la personne qui va signer ce contrat-là parlera une langue, fera partie d'une minorité que vous connaissez et sur lesquelles vous allez pouvoir échanger. Donc en fait, c'est une richesse extrême. Mais j'ai bien compris la question, quand nous, on est victime de ça, comment faire ? Là, il faut juste avoir de la grandeur d'esprit et de se dire que le monde est amené à être mondialisé. Là, il paraît-il que dans 15 ans aux États-Unis, il n'y aura ni blanc ni noir, il n'y aura que des métis. Donc ça va faire bizarre à certaines personnes. Oui, c'est sûr que après dans le monde dans lequel on vit, les catégories et les trucs, ça n'a plus de sens tellement il y a une richesse. Mais bien sûr, dans une ère mondialisée, ça n'a plus de sens de rester coincé dans un état d'esprit moyenâgeux. Surtout que moi, avec entre ma tête, un nom chinois, mes origines et tout, c'est un beau bordel. Mais c'est aussi, comme tu dis, une richesse. Et c'est ça qui est génial, c'est que d'ailleurs, même mon nom peut être un brise-glace. Donc, comme quoi... Ouais. Ah oui, mais c'est ça. Exactement, mais absolument. Surtout que tu as un nom chinois. Ça, oui, c'est vrai que ça, c'est particulier. Bon, en ce moment, c'est pas top avec le coronavirus, mais... Ouais. Mais justement, ma tête... Ta tête se sauve pour le coup. C'est d'autres sujets, mais des anecdotes comme ça, mais c'est marrant. Ouais. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien ta réponse et le fait que finalement, c'est aussi une richesse et parfois un état d'esprit quand on le vit qui fait qu'on peut l'utiliser comme force. Et donc, parfois, les faiblesses, tournez-les comme des forces. Absolument. Et même si, dans certains contextes, ça peut être plus dur, ce seront vos forces qui vont permettre d'aller plus loin.
Donc, Exactement. Et comment on fait justement, puisqu'on parle de différence, et on va attaquer le gros, c'est si on veut, même si on est en posture justement de débutant, de minorité ou peu importe, qu'on veut contacter des gens ultra influents ou difficiles d'accès. Pour toi, c'est quoi la meilleure façon d'avoir des gens difficiles d'accès? Et est-ce que tu pourrais aussi, avant ou après, parler de ton expérience avec Obama? Absolument. Alors, je peux parler de mon expérience avec Obama, mon expérience avec l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Alors, si je parlais de ces deux expériences-là, certaines personnes se diront oui, mais bon, il a eu de la chance et c'était le 1 sur 4 millions et il a été le 1 sur 4 millions. Mais en réalité, par la suite, je l'explique tout à l'heure, on parlait des TEDx et j'ai fait un TEDx où j'explique comment j'arrive à contacter des gens et faire en sorte que ces gens-là aient envie de travailler avec moi. Toujours le même système et toujours le même principe. La première chose, c'est avoir de l'information. Vous devez avoir de l'information sur ces gens-là, c'est-à-dire aller récupérer de l'information. Tapez sur Internet, renseignez-vous auprès des personnes qui travaillent avec eux ou qui les ont côtoyés. Et si vous n'arrivez pas à avoir accès à ces deux choses-là, je vous assure que Facebook, Instagram et Google sont des outils extraordinaires pour avoir de l'information cachée en quelque sorte, sur lequel vous pouvez rebondir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est celle que je disais tout à l'heure, ces gens qui sont importants ou influents ou avec qui tout le monde a envie de travailler, là, c'est l'aspect psychologique. Il faut vous dire que ces gens-là, les autres gens qui ont envie de travailler avec eux, ces gens importants-là, personne ne les contacte. Pourquoi ? Parce que tout le monde a peur d'eux. Oui. Ils pensent qu'ils sont inaccessibles. Ils sont inaccessibles. Alors là, par exemple, je dis n'importe quoi. Je prends l'exemple de Bill Gates. C'est un très mauvais exemple. Mais je prends l'exemple de Bill Gates. Tout le monde se dit, bon, mais je ne veux pas contacter Bill Gates pour lui faire un interview. Ce mec-là, il va jamais me répondre. Et c'est là où il te répond. En fait, effectivement, tu peux te dire ça, mais c'est une pensée limitante. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas le savoir. Et en fait, ces gens-là sont tellement isolés à cause de leur réussite que personne n'ose les aborder. Et donc, quand toi, tu viens et tu dis, moi, j'adore ce que vous faites, mais je passe très vite au truc. Est-ce que vous pouvez m'apprendre ? Est-ce que j'aimerais vous avoir comme mentor ? Est-ce que je pourrais vous prendre 5 minutes de votre temps ? Et tu leur écris pour faire ça. En fait, tu te rends compte que ces gens-là acceptent très volontiers. Une statistique et une donnée très intéressante que m'a donné un ami à moi qui s'appelle Siman, qui est un entrepreneur de folie, qui a sa petite crypto-monnaie. C'est un dingue qui est un petit Indien qui a fait des études, je ne me rappelle plus de son université, mais c'est quelque chose comme Harvard. Et ce mec-là, un jour, je suis avec lui, on se rencontre parce qu'on fait une conférence ensemble, et je le vois sur Dropbox, et il est à fond sur Dropbox, et il charge plein de fichiers. Je lui dis, attends, mais mec, t'as acheté quel format de Dropbox pour avoir autant de fichiers ? Et en fait, il m'a juste dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit au PDG de Dropbox et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me donner un accès illimité à Dropbox en termes de gigas ? Parce qu'en fait, j'en ai besoin. Et il a tourné ça en forme de blague, en fait, son mail. Et il a reçu une réponse qui dit, OK, tiens. Et il a eu un compte illimité Dropbox. Et là, je lui ai dit, non, mais attends, mais comment t'as fait ça ? Et là, il m'a donné la statistique qui me sert le plus aujourd'hui. Il m'a dit, Tony, 90% des gens à qui tu envoies un email le lisent, mais ne vont pas forcément y répondre. Mais tout le monde lit le mail. Selon ta manière de tourner le mail, la manière d'apporter et de dire les choses, tu auras une réponse ou pas. Et donc, si tu n'as pas de réponse, c'est que tu as mal tourné ton truc. Et là, je me dis, mais oui. Et en fait, du coup, aujourd'hui, je me retrouve à réfléchir énormément pour faire mes mails, de façon à ce que ce soit le plus marrant ou le plus accrocheur possible, pour que la personne ait envie juste au moins de me répondre. À partir du moment où tu as la première réponse, après la suite, c'est bon, c'est validé. Donc en fait c'est ça, après trouver les mails des personnes importantes ou influentes ou autres, il y a les réseaux sociaux, et après si tu as le nom d'une personne dans la boîte, c'est simple, tu as le nom de l'autre personne aussi, il y a des petites techniques toutes bêtes comme ça. Le truc le plus dingue que j'ai fait une fois, c'est que j'ai pris l'adresse de la boîte et j'ai envoyé avec tous les contacts, tous les noms des gens de la boîte, tous les employés, j'ai eu la bonne personne. Ah, voilà. Mais en fait c'est vraiment une question d'audace en fait. C'est absolument une question d'audace. Mais bien préparée dans la façon d'amener les choses, c'est juste l'audace. Et si le message n'est pas bon, c'est sûr que
Oui, il faut faire ça proprement. Avec les conseils que tu avais donnés au début, d'ailleurs. Exact, c'est toujours comme ça. Et ça fonctionne systématiquement. D'ailleurs, moi-même, les mails auxquels je réponds, d'ailleurs, j'en vois beaucoup auxquels j'ai pas le temps de répondre, ou je réponds pas parce que j'ai pas envie, ou c'est mal amené, du coup, ça donne pas envie de répondre. C'est ça. Ceux auxquels je réponds, c'est justement quand c'est bien amené, c'est bien tourné, et je vois que la personne s'intéresse vraiment, en fait. Ouais. Qu'elle a pris le temps de s'intéresser. Et Absolument. ça, et même par marque de respect, même si c'est un refus, je vais répondre parce que j'ai vu qu'elle a pris le temps. Exactement. Parce qu'elle a fait un petit effort, donc même si c'est un refus, Oh, j'ai une anecdote là-dessus. Mais j'allais te demander si tu as une anecdote intéressante à partager. J'ai une super anecdote là-dessus. Un truc incroyable. Il y a... c'était juste après notre rencontre, on va dire 2 ou 3 ans plus tard, je souhaite m'acheter une voiture. C'est pas une grande... C'est une voiture allemande. Je veux pas donner de marque pour pas faire de pub inutilement, mais... Quoique, c'est une voiture allemande dont j'ai fait la couverture du magazine. Donc, ils m'ont fait une belle couverture, donc je peux dire que c'est la marque Audi sans dire que c'est la marque Audi. Et moi, j'assume que c'est une de mes marques préférées. Donc voilà, ça va. Et en fait, je voulais acheter une petite A3. Alors, le truc tout bête, donc c'était il y a plus de 10 ans, j'avais un budget qui était même pas de 6 000 euros, donc tu vas pas très loin avec 6 000 euros quand tu vas acheter une Audi. Hein. Et moi, je voulais une boîte auto, je voulais du cuir, je voulais qu'elle soit noire et tout ça. Et le truc, c'est que je fais ma recherche sur toute la France pour en trouver une. Impossible de trouver une boîte auto, cuir, machin. Bon, je me dis, attends, mais c'est pas possible. Je me dis, là, moi, en tant que chef d'entreprise, je me dis, comment se fait-il que le PDG d'Audi, j'étais un peu fou, hein, je suis toujours resté un peu fou, comment se fait-il que le PDG d'Audi n'ait pas pensé à mettre assez de voitures sur le marché qui répondent à ces critères-là? C'est quand même le truc le plus basique possible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recherché son nom, j'ai trouvé son nom, j'ai trouvé le mail de plusieurs personnes qui bossaient à Audi, j'ai vu comment se construisaient les mails, et je lui ai écrit un mail en lui disant... Bonjour, je suis un acheteur, je souhaite acheter une voiture. Regardez mes recherches, je ne trouve quasiment aucun véhicule ou bien ils sont beaucoup trop kilométrés. Je pense que vous n'avez pas mis assez de voitures sur le marché. Est-ce que vous avez quelque chose, une astuce ou un réseau par lequel je pourrais trouver cette voiture? Maintenant en Europe, vu qu'il n'y en a pas assez en France. Je me suis dit, ce mec ne va jamais me répondre. 2 semaines plus tard, je reçois un email de son assistante qui me dit... Monsieur PDG a bien reçu votre email, il l'a lu avec une très grande attention, il souhaite vous dire qu'il y a effectivement une voiture qui répond à ces critères-là dans notre réseau, malheureusement elle est verte, c'est pas la couleur que vous cherchez, mais en fait j'ai reçu une réponse. Mais j'ai écrit ce mail-là, pas pour pouvoir me défouler, mais parce que je me suis dit, je dois donner une information à ce PDG, c'est hyper important. Et en fait, j'ai été hyper surpris de recevoir une réponse. Et en relisant mon mail, je me suis dit, mon mail a été écrit de manière tellement sympa que c'est normal qu'il m'ait répondu. Oh, c'est intéressant. Et d'ailleurs, comment t'as pu bosser avec l'équipe d'Obama? Alors, d'une manière absolument très simple et anodine, la petite histoire de là-dedans, c'est que quand je suis arrivé au Canada, donc tu as vécu là-bas? J'ai vécu à Montréal et en fait au début j'étais en PVT Working Holiday visa et je donnais des cours de français à des anglophones. Et donc il y avait tout un groupe de nanas à qui je donnais ces cours, mais en cours particuliers. Et chacune au fur et à mesure est venue me voir en me disant, bon, Tony, je vais partir, je vais aller aux États-Unis pour travailler avec un mec qui veut devenir président. Il faut savoir que les Canadiens sont très attachés quand il y a une présidentielle américaine. Pourquoi? Parce que leur seule frontière, c'est les États-Unis. Donc tout ce qui se passe aux États-Unis, ça les impacte énormément. Donc voilà, nous ça nous paraît un peu bizarre, mais eux c'est absolument normal qu'ils s'impliquent dans la campagne américaine. Et elle me dit on va partir en bus avec un mec qui veut devenir président, c'est incroyable, c'est super, faut que tu le regardes à la télé. Donc moi un soir j'allume la télé, je vois ce mec, je vois écrit Barack Hussein Obama. Quand je vois le mot Hussein, je me dis toi tu dois pas faire un très bon choix marketing parce qu'il y a un autre Hussein à cette époque-là dans le monde qui était pas au top, on va dire niveau popularité. Et donc je regarde cette émission et je me dis putain mais le mec est vraiment vraiment très bon, parce qu'à cette époque-là quand je vois toutes ces nanas partir en bus avec lui, je me dis ce mec est un gourou et il va faire n'importe quoi avec ses filles. C'est un phénomène qui est très courant aux États-Unis. Et donc du coup au fur et à mesure je me dis non mais quand je me rappelle de ce débat CNN avec Hillary Clinton, Barack Hussein Obama, et à ce moment-là je me dis quand Hillary Clinton parle anglais je comprends rien. Quand Barack Obama parle, j'ai l'impression qu'il parle français tellement c'est clair, tellement limite ça chante en fait. Et à cette époque-là, comme j'avais énormément accès au studio d'enregistrement par rapport à tout ce que je faisais, les filles reviennent me voir et me disent Tony, on cherche quelqu'un pour nous faire une musique, est-ce que tu pourrais nous faire un truc pour la campagne et tout ça?
Donc moi, j'ai tellement adoré ce gars, je le trouvais très proche d'un autre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Martin Luther King. Et du coup, je me dis bon, bah je vais faire un truc pour vous. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été amené à créer cette musique-là pour le candidat qui est devenu le président. Comme quoi. Ouais. De réseau en réseau, de personne en personne. Ouais. On est juste resté en contact. Et d'ailleurs, comment tu arrives à entretenir ce réseau ? Comment tu arrives intelligemment à entretenir un réseau que tu te crées avec tout ce qu'on a partagé ? Comment tu arrives à... Si tu as un petit conseil pour... Ouais, alors le premier conseil que je pourrais donner pour entretenir ce réseau, bon, il est double et il est même, je pourrais même parler de façon intéressée. Bon, c'est un peu, des fois, c'est un peu le problème qu'ont les gens avec le réseau, c'est qu'ils se disent oui, mais on va montrer qu'on est intéressé, qu'on est là que par intérêt. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Il faut se dire que quand on parle de réseau, on ne parle pas de famille. Donc, quand on est avec sa famille ou ses amis, on n'est pas de manière intéressée. Oui. Ton ami a besoin de toi, tu vas l'aider. Ou il a besoin de toi, tu l'appelles, il vient t'aider. Mais quand on parle de réseau, forcément, réseau égale travail, donc égale intérêt. Donc, faut pas avoir peur de demander ou d'aller solliciter son réseau par intérêt. C'est même, en fait, l'objectif du réseau. C'est l'intérêt qu'il peut vous apporter. Autrement, un réseau ne sert à rien. Comment se faire du réseau à partir de zéro ? Ce que je dis communément quand je présente ce livre, c'est un livre qui va rendre votre réseau puissant et influent. Ça sert à ça, un réseau. C'est pas juste avoir des numéros de téléphone, un espèce de calendar de classeur avec des cartes de visite. Non, l'idée d'un réseau, c'est qu'il puisse être puissant et influent. Donc, bien évidemment, il faut faire les choses de manière intéressée. D'un. Mais de deux, n'oubliez pas que pas prendre des nouvelles ou dire « Hey, je me rappelle de toi » est intéressant. Moi, l'astuce que j'utilise et que je transmets le plus, c'est vous êtes quelque part. Je vais dire n'importe quoi. Je sais que la dernière fois que tu es allé à Miami... t'as loué une marque de voiture que j'adore. Eh ben, je sais que on cite pas les marques, mais en même temps, on a parlé d'Henry Ford, donc voilà. Ah bon, on a parlé d'Henry Ford, donc c'est une Ford Mustang. Et ben, je sais que la prochaine fois que moi je vais à Miami, si je loue une Ford Mustang, la première personne à qui je vais penser, c'est à toi. Et donc, je me vois très bien me prendre en selfie comme ça avec ta voiture derrière et te l'envoyer en disant, moi, j'espère qu'il fait chaud sur la banquise vu que tu seras en France et que moi, à Miami. Mais voilà, il y aura toujours une petite phrase marrante, toujours un petit tacle sympa ou toujours en tout cas une pensée. Oui. L'idée pour entretenir son réseau, c'est avoir des pensées. Vous voyez, vous connaissez quelqu'un d'autre. J'ai fait un podcast il y a pas longtemps et je t'ai tagué parce que je me suis dit, en fait, oui, exact. Ce dont je parlais, c'était exactement le sujet de son livre. Et donc, ça allait m'intéresser. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a rappelé en parlant de ce sujet-là que je donnais en conférence. Après, j'ai fait un podcast et je me suis dit, tiens, en fait, Tony, il faut que je le contacte. Ça fait un moment qu'on doit faire l'interview et bam, quoi. Exact. Voilà, et il se retrouve là. C'est ça. Mais en fait, c'est que ça. C'est que tu vois un truc qui te fait penser à quelque chose ou à quelqu'un de ton réseau, tu lui envoies juste en disant, hey, regarde, ça peut t'intéresser. Mais juste ça. Et la personne, rappelez-vous de ça. Imaginons que vous puissiez recevoir ce type de message. Mettez-vous toujours à la place des autres. Psychologie. Vous recevez un message de quelqu'un qui vous dit, hey, j'ai vu ça m'a fait penser à toi. Mais vous allez adorer. Faites exactement la même chose. Et voilà comment on entretient son réseau. Juste en disant à certaines personnes qu'on pense à eux d'une manière ou d'une autre, mais de manière professionnelle, évidemment. Oui. Non, c'est vraiment intéressant et voilà, c'est pas obligé d'être un truc à chaque fois ultra formel. Oui, j'espère que tu vas bien. Sur quel projet es-tu en train de travailler ces jours-ci ? Moi, je suis en train de faire ça. Non, ça ennuie les gens. Nous sommes des êtres humains, pas des machines. C'est ça. Et du coup, pour dernière ligne droite de l'interview, je voulais te poser des petites questions très rapides avec des réponses le plus succinctes possible. La première, c'est comment s'y retrouver entre le tutoiement et le vouvoiement. Le tutoiement et le vouvoiement. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous êtes au Canada, vous n'avez aucun problème parce que tout le monde tutoie tout le monde. Hein, oui. Il n'y a pas de vouvoiement. Ce qui met aussi d'une certaine manière tout le monde sur un certain pied d'égalité. En France, c'est plus compliqué. En France, c'est plus compliqué. En France, nous sommes une vieille culture. Donc, du coup, il y a un respect de la tradition culturelle. Oui. Donc, du coup, forcément, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, c'est la première fois que vous le voyez, même si parfois vous êtes dans la même tranche d'âge, on se vouvoie. Parce que c'est la coutume, c'est l'usage bien français. Mais un truc tout bête, si vous voyez que la personne en face est sympa, qu'elle l'est avec vous, et que vous sentez qu'il y a quelque chose d'agréable, surtout proposez-lui. Être le premier à proposer le tutoiement, c'est toujours hyper bien perçu. Est-ce que ça vous dirait qu'on puisse se tutoyer ? Quand tu reçois cette phrase, c'est là, ah mais ouais. Et en fait, tout de suite,
ça enlève une espèce de barrière, ça casse une chaîne, et là, la relation se fait beaucoup plus simple. On dit les choses avec beaucoup plus de facilité. Alors qu'on aurait dit les mêmes choses avec le vouvoiement, mais peut-être oui, donc on peut simplement demander, en fait, si on se sent à l'aise de le voilà. faire. Si vous sentez que la relation est bonne, vous demandez. Si vous sentez que ça ne va pas trop le faire, ne le demandez pas. Toutefois, après, moi, il y a un cas où je le fais systématiquement. Et c'est là où vous allez voir un peu cette approche guerrière parfois que je peux avoir. C'est-à-dire que je suis un mec hyper cool, hein, ça se voit très vite. Par contre, je suis un guerrier. Moi aussi, je viens du sport de combat et donc du coup, la compétition et la guerre, j'en ai été habitué et forgé depuis petit. Si jamais je suis dans un cas où c'est moi qui paye, je tutoie systématiquement. D'accord. Ce n'est pas un manque de respect. Ça me permet de prendre le pouvoir. Tu vois ? Je te donne un exemple tout bête. Quel exemple je pourrais prendre? Après, il y a une façon de le faire. Faut jamais être irrespectueux en faisant ça. Mais là, je suis en train de faire un investissement dans un truc sur des chevaux. J'achète des chevaux avec un autre gars et on va en acheter plusieurs auprès d'un gars. Donc c'est des sommes. Il y a pas tout mon argent, il y a l'argent d'autres personnes, mais c'est des sommes extrêmement importantes. Et ben là, à ce moment-là, quand je les achète à l'autre personne et qu'on est en train de parler et discuter, je vais le tutoyer. Et je vais lui proposer même s'il veut qu'on se tutoie, tutoyer. Mais je vais moi spontanément le tutoyer sans rien lui demander. Oui. Et en fait, psychologiquement, ça va me faire prendre un parce que tu ascendant. mets en posture un peu au-dessus. Je suis au-dessus. Ouais. Voilà, je paye, je suis au-dessus, donc du coup, je me permets. Mais sans manque de respect. Hein. Mais par contre, l'idée de ça, c'est de prendre le pouvoir psychologiquement. Oui, c'est pas ça que ça marche avec le banquier, c'est la première fois qu'on le voit. Non, avec le banquier, pas forcément. Pas forcément. Sauf si tu as quelques millions, là, tu peux mettre les pieds sur la table. Et d'ailleurs, justement, en parlant de pieds sur la table, la transition, est-ce qu'il vaut mieux être soi, avec son style, ou s'adapter au code ? J'ai fait exprès de poser ces questions qui sont un peu polarisantes, même si je sais que la réponse est plus nuancée. Mais ouais, la réponse est pour le coup très nuancée. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'on est soi-même ? Est-ce qu'on se met en... Voilà, on adopte les codes ? Est-ce qu'on trouve l'entre-deux ? Comment on gère ça ? Je sais que pour moi, c'est un truc très difficile, par exemple. D'être soi-même ou de se plier au code ? De se plier au code. Pour toi ? Ouais, pour moi, c'est dur. Ah, mais pour moi aussi. Hein. Ouais, pour moi, c'est extrêmement difficile. J'ai plus tendance à arriver en Jordan, casquette, mais il y a des contextes où on peut pas, mais... Ouais, je me rappelle d'une chanson de Booba où il dit à l'intérieur j'arrive chez le concessionnaire casquette basket. Voilà. En gros, ça veut dire j'ai l'oseille et je fais ce que je veux. Et pour le coup, c'est lui qui a raison. Moi, j'ai envie de dire un truc. Franchement, hein, là, je préfère être moi-même que de me travestir en quelqu'un que je ne suis pas. Toutefois, si jamais vous êtes en demande, pliez-vous au code. Parce que ça sera juste plus facile d'accéder à ce que vous voulez. Ne mettez jamais trop d'ego. Mettez que l'objectif en vision, jamais d'ego. Donc du coup, vous voulez accéder à quelque chose, il faut se plier au code. Ok, j'oublie mon ego, je vise mon objectif. Et là, vous vous pliez au code. Mais si, hors ça, restez vous-même. Oui, ne pas se travestir. C'est comme on dit, ça dépend aussi dans le contexte. Si tu es, par exemple, chez les autres, tu peux se plier au code des autres par respect. Bien sûr. Mais tout en restant toi-même. Mais comme tu peux, si tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on dit souvent que Steve Jobs, il faisait des conférences en col roulé, etc. Mais en vrai, quand il allait voir des investisseurs et autres, il allait en costume. Parce qu'il avait besoin. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu t'y plies quand tu as un objectif. Tu enlèves ton ego de côté. Mais tout en respectant les autres et tout ça, si jamais tu restes toi-même. Mais ouais, ça, c'est en vrai, tout dépend de la situation. Oui. Voilà. Au moment qu'on n'a plus rien à prouver, on n'a pas de besoin, là on peut se permettre. Ah oui. Quand tu t'appelles Steve Jobs, quand tu t'appelais Steve Jobs, là tu fais ce que tu veux, t'es le roi du monde. Même Booba, bon. C'est clair, pareil. Quand t'es multimillionnaire et que t'es célèbre. C'est clair. Et justement, c'est quoi peut-être ton plus grand modèle, ton mentor ? Est-ce que t'as quelqu'un que t'admires vraiment beaucoup ? À part Obama. À part Obama, quelqu'un que j'admire vraiment beaucoup. En vrai, il y a plusieurs personnes. Ouais. Des modèles comme ça qui te viennent. Des modèles qui me viennent. Alors, je vais te donner. Ça va faire très minet de dire ça, mais en vrai, c'est un pur modèle. C'est ma mère. Ma mère m'a appris énormément de choses. Ma façon de penser, d'être un peu hustler, d'être agile et un peu caméléon, c'est ma mère qui m'a vraiment appris à faire ça. Donc, c'est mon premier modèle parce qu'en fait, je l'ai observé faire dans son travail. J'ai dit ah ouais, je veux être ça. Tu vois, c'est vraiment ça. Après. J'aime beaucoup l'esprit guerrier, tu vois. Par exemple, j'ai fait beaucoup de boxe pendant des années, donc quelqu'un comme Mike Tyson ou Mohamed Ali, dans sa façon de dire « je suis le meilleur, je suis bon, fake it until you make it ». Tu vois, tout ça, tous ces modèles-là, c'est des gens que j'ai beaucoup appréciés. Après, dans le travail, il y a des gens que j'ai plus ou moins
je vais pas dire copier, mais dont j'ai utilisé la manière de faire. Je parlais de Booba tout à l'heure, c'est un excellent exemple. Beaucoup de personnes détestent Booba, mais est-ce que vous saviez qu'il était étudié à Harvard sur son système entrepreneurial? Est-ce que vous saviez qu'il avait... C'est un businessman. Hein, c'est un businessman, qu'il avait sa chaîne télé, son propre média, sa marque de vêtements, sa marque d'alcool. Il met en avant aussi, il a propulsé des jeunes rappeurs. Qu'aujourd'hui il clash. Ouais, voilà. Mais c'est ça, en fait. Et du coup, je me rends compte, ok, ce mec-là, il a diversifié son truc. Oui. Ce mec-là, il a compris l'importance des médias, l'importance d'avoir son propre média pour qu'on puisse parler de ça. Et du fait de ça, je me dis, ok, d'accord. Donc, il faut que je fasse des choses comme ça. Alors, l'idée n'est pas de copier, mais de s'inspirer. Oui, c'est sûr, un mentor, c'est un modèle, c'est une inspiration, ça. On prend ce qu'on a à apprendre. Exactement. Et est-ce que tu as très rapidement une anecdote de gros fail de réseautage? Un moment où tu as vraiment fait une connerie, ou tu as peut-être un échec dans le domaine du réseau, un truc que tu as mal fait. Franchement, il y en a plein. Celle qui te vient, qui est la plus forte, qui pourrait bien illustrer tout ce qu'on a vu. Celle qui me vient le plus spontanément, c'est celle c'est celle où, en gros, j'arrive dans un réseau de personnes qui se connaissent déjà. Je reste moi-même, et donc ça déplaît à énormément de personnes. Voire même ils font tout pour me clasher, hein, très clairement. J'explique ce que je fais avec énormément de spontanéité, comme je le fais tout le temps, avec le sourire, avec mon truc, et en fait je me rends compte que ça ne leur plaît pas, absolument pas. Et en fait je me suis dit, mais en fait si je suis là, c'est pour ça, et je suis pas véritablement accepté par ce réseau à cause de ça. Et ça a été mon plus gros fail, parce que je n'ai pas assez observé. Oui. Parce qu'effectivement, il faut rester soi-même et tout ce que l'on a dit, mais il y a un moment d'observation qui est essentiel, hein, de façon à être sûr de ce que l'on va faire après, du coup d'après. Et on peut être soi-même à différents degrés. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout dévoiler. On est soi-même avec sa famille, comme on est soi-même dans le contexte professionnel, mais c'est différent soi. Exactement. Comme un diamant, c'est différentes facettes. C'est très très bien dit. Ouais. C'est très très bien dit. Exactement. Différent soi. Donc je pense que ce que t'amènes de dire que voilà, même dans certains, quand on parlait des codes, on peut être soi, mais dans son soi professionnel. Ouais. Dans son soi, et parfois comprendre, observer qu'est-ce qui se passe, et pas tout dévoiler, et pas se mettre à nu comme ça. Oui, bien sûr. S'adapter, c'est ce qu'on apprend aussi en conférence, s'adapter à l'audience. Ouais, absolument. Ok. Et si t'avais un livre à recommander, ce serait lequel? Sur quel thème? Bon, on va dire sur peut-être l'influence, justement. Sur l'influence, à mon sens, le meilleur livre qui est dans la lignée de comment se faire un réseau à partir de zéro, c'est... Oui, un meilleur livre à recommander à part celui-là. Oui, parce que celui-ci est exceptionnel. Je vous le conseille tous, en livre physique ou en e-book. D'ailleurs, il est très facile à lire et il est vraiment bien, je l'ai lu. Il est que dans la pratique. Il n'y a pas de théorie, c'est faites ci, faites ça, tentez ça, tentez ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a les aspects pratiques, il y a une partie un peu interview où vous échangez entre vous, et il y a aussi exemple, application. Donc c'est ça qui est bien, et ça va droit au but. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas fan de la théorie, donc il me faut des trucs à faire. Et un livre, vraiment, moi, que j'ai adoré, qui est un grand classique, je vais peut-être me répéter avec 1 millier de personnes, c'est Comment se faire des amis. Oui, c'est la base. C'est la base. Mais franchement, ce livre-là, tu pourrais lire ce livre-là et après aller faire du réseau. Et comprendre en fait comment fonctionne la psychologie des gens et comment faire. Il est exceptionnel. Sur l'influence, à mon sens, c'est le meilleur livre qui puisse exister, c'est Comment se faire des amis. Il est très très bon. Il est exceptionnel. Et pourtant, il date d'il y a plusieurs années. Je sais même pas si c'est pas 20 ou 30 ans, quoi. C'est pas un jeune livre. Mais il est toujours d'actualité. Les meilleurs livres sont souvent les plus anciens. Ouais, toujours d'actualité. Très copié ce livre d'ailleurs. Ouais. Et c'est quoi la petite routine que tu as qui te tient vraiment en bonne énergie, enthousiaste, même aussi pour rayonner socialement? T'as une petite routine à toi? Ma petite routine quotidienne ou ma quotidienne, petite routine, quoi. Ce que je fais tous les jours? Ouais, un truc que tu fais tous les jours et qui t'entretient dans une bonne énergie. Et qui m'entretient dans une bonne énergie. Alors c'est un truc tout bête. Parfois on a tous un petit moment de doute, de pas bien, de machin, et c'est normal, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Généralement, j'essaie toujours de faire moi du sport tous les jours, au moins un tout petit peu. Hein. Mieux vaut, il y a un homme qui disait mieux vaut faire un petit peu tous les jours qu'une fois dans l'année énormément. Et donc moi, quand en tout cas je veux me rebooster un petit peu et être bien, c'est que sur Insta, j'ai un espèce de petit album
qui s'appelle Ça va aller. Et en gros, ce petit album Ça va aller, j'ai mis toutes les petites vidéos ou toutes les petites photos sympas, un peu émouvantes, un peu motivantes qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, avant un rendez-vous généralement que je sens compliqué, à part me mettre un gros son de rap, je regarde ce petit album, juste au moins, en fait, ce petit album-là va me permettre de rentrer en rendez-vous et d'avoir un sourire accroché, quoi. Pas forcé, mais accroché. Super. Et si tu avais un dernier conseil à donner à ceux qui auront écouté notre échange. Le conseil que je pourrais donner à vous qui nous écoutez et aux personnes et que je donne généralement à tout le monde, c'est quasiment toujours le même parce qu'on se retrouve toujours dans ce même cas. Lorsque vous avez une idée et que vous voulez faire quelque chose, faites-le d'entrée. Je vais expliquer très clairement. Et ne soyez surtout pas perfectionniste. Moi, c'est l'un de mes plus gros défauts, mais ne soyez surtout pas perfectionniste, c'est-à-dire attendre que pour faire ça. Voilà. Pour synthétiser très très simplement, tout à l'heure, on parlait de cette interview qu'on allait être fait. Je vois tout ton matériel, je vois tout ce que tu as là, et moi, ce que je t'ai dit, c'est moi, j'adorerais faire aussi des interviews où j'adorerais faire exactement ce que tu fais. Le truc, c'est que j'ai pas un aussi bon appareil, j'ai pas une aussi bonne lumière, j'ai pas tous ces micros là, et donc je pourrais pas. Mais comme je sais que j'ai envie de le faire, ça va passer par aller sur Amazon, acheter 2 petits micros cravates à 20 €, les plugger sur mon iPhone, que je vais certainement accrocher à un petit trépied, et je vais faire ça de manière absolument artisanale. Mais au moins, je vais commencer. Je vais pas attendre d'acheter tout ce que tu as pour le faire. Et donc, pour tout te dire, d'ailleurs, même ça, c'est un peu même artisanal parce que c'est du matériel que j'ai mis là. Et on a fait ça un petit peu vite dans le bureau parce que c'était même pas prévu. Ouais. Mais clairement, voilà, j'ai dit, on fait une interview, on l'a fait, point barre. Et puis, et je sais que moi, mon but après, c'est d'avoir un studio vraiment avec les décors et tout. Donc, j'adorerais voir ça. Ouais. Ouais. Donc, comme quoi, faut bien commencer, faut pas attendre. Oui, c'est ça, mais au moins commencer. Le conseil, c'est commencer. Vous voulez être auteur, avant de dire que vous êtes auteur, comme tout à l'heure, attendez pas d'avoir sorti votre premier livre ou votre premier manuscrit. Non, vous êtes auteur et vous commencez même à écrire. C'est-à-dire que si vous voulez le fameux, ce qu'on donnait comme conseil, le fake it until you make it, mais il faut au moins commencer à faire. Ouais, faut make it. Ouais, faut au moins make it un peu, quoi. Do it. C'est ça, exactement. Super conseil, bien dans l'esprit game entrepreneur. Yeah. Voilà, qui fait le game et agir. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, le plus simple pour me retrouver, le plus simple pour m'écrire, c'est d'aller sur Instagram, donc @Tony, T-O-N-Y, Jazz, J-A-Z-Z, comme la musique. Donc Instagram, je mettrai dans Tony les Jazz. descriptifs pour vous. C'est le plus simple pour me retrouver. Ok, merci beaucoup pour toutes ces pépites. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Voilà, et puis comme il vous l'a dit, do it, faites-le. À très bientôt, je vous À attends. bientôt, ciao. Au revoir.